Et le clic, c'est vert. Voilà, ok, super. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici avec vous aujourd'hui. C'est une journée intéressante pour moi qui a commencé mon aventure crypto en 2014. Ça n'avait pas du tout la même gueule, la crypto. C'était un petit peu différent. Et donc, depuis 2014, on a fait un long chemin ensemble. J'aime bien toujours commencer ces types d'interventions par vous poser deux questions. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous possédez des cryptos et vous avez vos propres clés? OK. Et levez la main si vous avez un Ledger, Nano S ou X. Merci. Merci d'ailleurs en tant que client. Et donc, je me rends compte que ce que je vais vous dire, vous le savez déjà, puisque... Ouais, c'est ça. Ouais. On a un petit boost à la sortie. Non, en plus, on ne l'a même pas fait. Tu vois. Donc, tout ce que je vais vous dire, en fait, vous le savez déjà. Donc, si vous vous attendez à ce que je vous dise des trucs extraordinaires et révolutionnaires, bah, je suis désolé. Tout ce que je vais vous dire, c'est largement enfoncer des portes ouvertes. Mais on m'a dit qu'il y avait encore des gens à convaincre sur le fait que la crypto, le phénomène crypto était inévitable. Donc, c'est ce que je vais vous raconter maintenant. La raison pour... Et moi, en fait, ce que je vais vous donner, c'est mon retour d'entrepreneur. Je n'ai pas de leçons à donner ou de grandes... de choses à dire qu'il faudrait faire, c'est simplement un retour d'entrepreneur et dire que la révolution crypto, elle est à peu près de la même taille que la révolution Internet. En fait, Internet, c'est ce qu'on appelle maintenant communément le Web 2, la révolution crypto, c'est ce qu'on appelle communément le Web 3. Et en fait, pour comprendre ce qui est en train de se passer, maintenant, moi, j'utilise toujours une image qui est que votre expérience Internet est cassée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous pouvez naviguer Internet, c'est super. Si c'est de l'information, c'est bien. Et dès qu'on passe sur de la valeur, là, il faut sortir sa carte bleue et plus rien ne va. C'est-à-dire que c'est de plus en plus compliqué. Il y a les 3DS. Enfin, l'expérience de paiement en ligne est quand même relativement difficile. Et donc, ce qui est en train de se passer, c'est le développement du Web 3 qui va être complémentaire du Web 2 et qui permettra un jour d'avoir une expérience e-commerce pure Internet, c'est-à-dire de pouvoir synchroniser directement le site d'e-commerce avec ses clés privées pour pouvoir faire facilement du paiement et ou facilement échanger son identité, son adresse de livraison, etc., etc. Tout ce qui est difficile aujourd'hui va devenir facile. Mais ce que je me suis dit en 2014 quand j'ai découvert Bitcoin, c'était que de la même manière qu'on était devenus des êtres digitaux, et d'ailleurs quand Internet a commencé en 2000, enfin ou avant 2000, mais en tout cas juste sur le boom de 2000, en fait, on disait à peu près la même chose que ce qu'on dit aujourd'hui des crypto-monnaies. On disait ça sert à rien, c'est que pour la pédopornographie, etc., etc. Et en 2000, c'était assez difficile. Tout le monde ne voyait pas qu'on allait devenir des êtres digitaux. Et donc, de la même manière, aujourd'hui, on est un petit peu dans les années 2000 pour la crypto-monnaie. C'est-à-dire, on va tous devenir des êtres tokenisés. On ne le sait pas tous encore, mais c'est en train de se passer. Et ça va être une révolution de l'ampleur de celle d'Internet. Et pourquoi? Parce que c'est une lame de fond inévitable, c'est décentralisé, comme Internet au départ, citoyenne et globale. C'est vrai que nous, enfin moi, ce qui m'a plu tout de suite dans les crypto-monnaies et dans le fait de monter une entreprise, c'est que je voulais absolument travailler sur des projets qui étaient mondiaux et développer des entreprises mondiales. Et c'est vrai que le Bitcoin n'a pas de frontières et le Bitcoin n'a pas de nationalité. Et quand je dis Bitcoin, c'est qu'en 2014, il n'y avait que le Bitcoin, mais vous comprenez que je parle de blockchain publique et de tokens sur des blockchains publiques, et maintenant ça serait Ethereum, etc. Pas de frontières, il n'y a pas de Bitcoin français, chinois, américain, tout Bitcoin est Bitcoin et c'est un réseau mondial. Alors ça, c'était extraordinaire. Et l'autre chose qui m'a beaucoup plu, c'était effectivement que ça soit une révolution de pair à pair. En fait, ce sont les gens qui sont emparés tout de suite de ces technologies et pas les entreprises dans un premier temps. Donc les gens, et en ça, en fait, on est complètement dans le thème de... vous savez, quand on dit que finalement sur Internet, on vote avec un clic, si un utilisateur aime un service, il va simplement l'utiliser, il est à un clic du service concurrent. Et donc, ce qui fait le succès des technologies et des produits, c'est simplement l'attractivité qu'elles ont pour le consommateur. Donc là, on y est complètement. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que dès que vous avez Internet, vous avez Bitcoin, vous avez la crypto-monnaie. La seule manière de se débarrasser de Bitcoin et crypto-monnaie, éventuellement, ça serait de couper Internet, et encore que, on pourrait avoir un débat sur, même si ça suffirait.
on voit dernièrement, hein, c'est-à-dire qu'en 2014, les chiffres n'étaient pas exactement ceux qui sont aujourd'hui, mais on a vu dernièrement beaucoup de choses sortir sur les chiffres. Je crois qu'on est maintenant sur un peu plus de 100 millions de personnes qui utilisent les cryptos. Et puis ça dépend des pays, il y a des disparités par pays. Ici, j'ai pris quelques articles de presse. 46 millions d'Américains qui ont du Bitcoin aujourd'hui. Quand on parle de quelque chose d'inévitable, on peut même se poser la question de savoir si ce n'est pas déjà arrivé. Parce que si on réfléchit à ce qui est en train de se passer aux États-Unis, Cash App, Robinhood, PayPal, tous ces services proposent de l'achat et de la vente de Bitcoin déjà. Et donc, je suis même pas sûr que le 46 millions ne soit pas déjà un vieux chiffre et qu'on ne soit pas peut-être à plus. Alors ensuite, pourquoi les Américains possèdent des Bitcoins, etc. Tout ça, c'est un grand débat, mais en tout cas, c'est ça qui est en train de se passer. Et on en est déjà là. Les volumes d'échanges de crypto-monnaies augmentent d'année en année. J'ai volé un chart de Kaiko pour vous montrer ça. Bon, je pense que voilà, ça s'explique tout seul. De manière assez intéressante, d'ailleurs, encore une fois, ce qui est inévitable est déjà arrivé. Les volumes d'échange de crypto-monnaies sont comme ceci. Coinbase est public, à plus de 40 milliards de valorisation. FTX va bientôt annoncer un tour à plus de 18 milliards de valorisation. Kraken, je pense, est valorisé aussi au-delà de 10 milliards de valorisation. Les places de marché pour échanger des cryptos sont déjà des entreprises à plusieurs dizaines de milliards de valorisation. Et pour certaines, comme Coinbase, qui sont déjà cotées en bourse, avec un listing complètement normal et une acceptation complètement normale du marché. On voit en plus que tout ça, ça se fait alors que la crypto représente toujours presque rien en termes de valeur. Hein. Je veux dire, la crypto, c'est les 4 petits points tout en bas, comparé à l'or qui a une dizaine de points, etc. etc. Et on pense, en fait, le chiffre, c'est que 10% de tout le GDP, à un moment donné, va passer sur une blockchain. Parce que finalement, les blockchains, les technologies de blockchain et les blockchains publiques, hein, Bitcoin, Ethereum, qu'est-ce que ça invente? Ça invente le transfert de valeur, de manière décentralisée. De la même manière qu'Internet a permis le transfert d'informations, ici, on transfère de la valeur. Donc, ce sont des meilleurs rails technologiques pour transférer de la valeur. Et la question, c'est, oui, mais qu'est-ce qui va se passer avec le vieux système par rapport au nouveau? Eh bien, il va se passer exactement la même chose qui s'est passé avec les technologies de l'information. Avant, il n'y avait rien, puis on a imprimé des livres et des journaux, et puis à un moment donné, Internet, c'était mieux que l'imprimerie, et donc tout s'est digitalisé. Ici, c'est à peu près la même manière. Il y a plein de choses qu'on fait en termes d'échange de valeur dans nos vies de tous les jours qui sont moins bien qu'à la fin d'utiliser ces rails technologiques. Et alors certains vont dire, oui, mais bon, c'est pas encore parfait, il y a un manque de scalabilité dans ces protocoles, les fees pour faire des transactions sur Ethereum sont élevés, enfin, bon, il y a pas mal de choses qui sont encore à corriger, mais il faut se rappeler qu'on est au début de ces protocoles et que tous ces protocoles sont en phase de création. Pour les protocoles principaux comme Bitcoin et Ethereum, il y a beaucoup de choses au niveau du protocole qui sont en train d'être développées justement pour la scalabilité. Donc moi, ce que je vous dis, c'est que tout ça, c'est inévitable, ça va arriver. Ensuite, il faut un peu de temps aussi pour que la technologie se mette en place et qu'on puisse l'utiliser à scale. Mais en tout cas, d'ici 2027, 10% du GDP, je vous laisse faire le calcul, mais c'est assez majeur comme changement. Ce qui est assez intéressant, c'est que, et là, je vais vous parler un peu de l'Europe, enfin, vous parlant des États-Unis, mais c'est vrai que nous, chez Ledger, on a un footprint mondial. On est aux États-Unis, on est en Asie, on est en Europe. Et la raison pour laquelle moi je suis entré dans les crypto-monnaies, c'est que je me suis dit, il y a un protocole qui est Internet, et ce protocole est largement dominé par les GAFA d'un côté, et puis je ne sais plus comment il s'appelle en Chine de l'autre. Et donc c'est vrai que, et avant j'ai fait une société qui s'appelait Criteo, et j'ai senti le poids de la concurrence en fait de ces grands groupes qui pèsent désormais des centaines de milliards en bourse. Et donc c'était difficile de se dire qu'en partant de France, on allait pouvoir monter des sociétés qui allaient pouvoir leur faire concurrence. À partir de maintenant, parce qu'ils sont à une telle taille que c'est quand même difficile d'aller leur faire concurrence. Et donc, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveau, de changeant, etc. Alors à ce moment-là, il fallait changer de protocole et donc passer sur les protocoles Bitcoin et crypto-monnaie. Et là, ça devenait intéressant parce qu'effectivement, on pouvait créer des grandes entreprises. Et je reviens sur le point que je faisais avant, c'est-à-dire
pour créer des grandes entreprises mondiales. Parce que si on remarque quand même que toutes les plus grandes entreprises aujourd'hui listées aux États-Unis sont des entreprises mondiales et Internet est un rail fantastique pour pouvoir développer des entreprises mondiales. Et de la même manière, les protocoles publics de crypto-monnaie et les blockchains le sont aussi. Donc c'était ça l'objectif. Et les prochaines sociétés qui pèseront 500 milliards en bourse et plus viendront de ce système-là. Et Coinbase a déjà commencé avec plus de 40 milliards de valorisation. Coinbase, juste quand ils sont rentrés en bourse, ils étaient mieux valorisés que l'ensemble des banques françaises combinées, quoi. Donc, bon, ça donne un peu... Et c'est le début des crypto-monnaies. Je ne reviens pas sur le slide d'avant. Donc, on peut imaginer, si Coinbase exécute bien, ce qui peut se passer après, quoi. Mais de manière assez intéressante, il faut essayer de comprendre l'état d'esprit. Et c'est vrai que quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, même sur les banques institutionnelles, on constate qu'il y a un écart qui commence un peu à se creuser, quoi. Et puis, je veux dire, je pointe le doigt sur personne, ce sont juste les faits. Et je vous laisse lire ce qui est marqué là-dessus, mais c'est vrai que quand on pitch les solutions Ledger aux États-Unis, on se retrouve rapidement en face d'institutionnels, et puis des plus gros, hein, on parle de Bank of New York, State Street, Fidelity, qui sont dans les crypto-monnaies, qui sont dans le Bitcoin et pas la blockchain, parce que parfois en Europe on a cette tentation de dire le Bitcoin c'est pas bien mais la blockchain c'est super. Or si on parle de blockchain publique, le token de la blockchain publique en fait ne peut pas être dissocié de la blockchain, hein. C'est comme ça qu'on fait la sécurité de cette blockchain. Enfin, je sursimplifie mais on va dire que c'est ça. Et donc, en fait, aujourd'hui, le Bitcoin est une commodité. Et les crypto-monnaies sont des commodités. Et de manière assez intéressante, les banques américaines ont commencé à le traiter comme tel, quoi. Et aujourd'hui, aux États-Unis, il n'y a plus vraiment de barrière pour les grands institutionnels à se mettre sur le Bitcoin. Ça ne veut pas forcément dire qu'ensuite, chaque institutionnel y va à sa vitesse, fait ses investissements, fait son pari. Est-ce que je fais un custodian pour Bank of New York, Fidelity, State Street, est-ce que je fais du trading? Mais je peux vous dire par exemple qu'un des plus gros traders aux États-Unis, c'est Jump Trading. Ils sont devenus très rapidement en fait les plus gros traders de la communauté qui est le Bitcoin. Et ça ne les gêne pas de trader tout ce qu'ils tradaient avant, plus le Bitcoin aujourd'hui. Et donc ça, c'est ce qui est en train de se passer. Et contrairement à ça, et en plus on voit d'ailleurs que dans le temps, aujourd'hui on est en 2020, la plupart des bitcoins en fait sont possédés par des gens. Enfin, le bitcoin, en anglais, ça s'appelle une retail revolution, ça vient des gens, hein, comme j'ai expliqué au début. Mais au fur et à mesure, c'est institutionnalisé, donc il y a de plus en plus d'entreprises et d'entreprises dans la finance qui vont s'emparer du phénomène et qui vont faire ce qu'elles faisaient avant sur d'autres commodités et qui vont le faire sur le bitcoin. Donc moi, aujourd'hui, je suis venu vous dire un truc très simple, c'est-à-dire qu'en Europe, on a une approche si on fait cette simple comparaison, en Europe, on a une approche qui est très conservative et en fait, peu de grands acteurs européens et notamment peu de grands acteurs français se sont déclarés en faveur du trading de Bitcoin, par exemple, ne serait-ce que ça. Et on reste très loin des Américains. Et je rappelle que les Américains, non seulement ont passé le Rubicon avec leurs institutions financières classiques, et en plus ont développé Coinbase, Kraken, etc. etc. On peut aussi remarquer que dans le monde de la crypto, les plus grands stablecoins, c'est de l'US dollar. Moi, j'ai lu 2-3 bouquins avant de me lancer dans le Bitcoin, et puis je lis des articles de presse un peu comme tout le monde. Je me suis toujours dit que, et on a toujours vu que la guerre économique se jouait à coup de fiat currency, hein, et qu'il y avait 3 monnaies de réserve sur la planète, qui étaient l'US dollar, l'euro, et peut-être le yuan ou le renminbi, enfin la monnaie chinoise. Moi, je suis parti de ce principe-là, et donc je me dis que finalement, si tous les trades crypto sont en US dollars, d'un côté, et que le crypto yuan voit le jour de l'autre, bon, c'est peut-être que aussi là, on a pris un petit peu de retard, surtout quand on voit la différence en fait entre les deux, c'est-à-dire il y a 45 milliards de capitalisation, et il faudrait vérifier le chiffre, mais en tout cas, on est dans ces ordres de grandeur, et de l'autre côté, 76 millions de capitalisation sur le crypto-euro. Donc sur quelque chose qui devrait être plus acceptable, je dirais, pour un continent conservateur comme l'Europe, même là aussi, on a pris du retard. Et donc ce que je vous disais, c'est qu'il n'y a plus de doute, le Bitcoin c'est une commodité.
Et il y a une révolution du transfert de valeur qui est en cours. Donc, à savoir, est-ce que c'est un peu comme Thanos, est-ce que le Bitcoin et les crypto-monnaies sont inévitables? La réponse, c'est oui. Et l'Europe, il ne faut pas que l'Europe manque ce tournant qui est technologique, qui est économique et qui est géostratégique. Parce qu'il y a un moment donné, je lisais encore hier que les banques centrales investissent beaucoup dans l'or en ce moment, et notamment la Banque centrale française, j'ai cru lire. Investir dans l'or, c'est très bien. Enfin, je veux dire, en plus, moi, j'ai des conseils à donner à personne. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que le Bitcoin et les crypto-monnaies commencent à être vus comme des commodités, du moins du côté des États-Unis. Il serait peut-être intéressant, de manière géostratégique, de s'intéresser au phénomène et aussi de savoir si, à un moment donné, l'Europe décrocherait pas. Aujourd'hui, la société, enfin, l'entité qui stocke, une des sociétés qui stocke le plus de Bitcoin, c'est une société qui s'appelle MicroStrategy aux États-Unis, où Michael Saylor utilise ça pour faire sa trésorerie, en gros, en disant que garder de l'US dollar sur le long terme, c'est moins intéressant que garder du Bitcoin. Alors, il est peut-être fou, il a peut-être rien compris, ou peut-être qu'il y a quelque chose. En tout cas, le phénomène global montre que, enfin, moi, je parierais sur le fait qu'il y a quelque chose. Enfin, d'ailleurs, vous l'avez compris, je parie depuis 2014 sur le fait qu'il y a quelque chose. On a fait on a fait Ledger, on a fait avec Ambre, on fait Kaiko. Il y a aussi avec Nicolas, on a fait CoinHouse. Donc, on a beaucoup investi de temps et d'argent dans cet écosystème pour être là où on est aujourd'hui, parce qu'on pense réellement qu'il y a quelque chose et qu'il faut absolument y aller. Donc moi, c'est simplement un retour d'entrepreneur que je vous donne aujourd'hui. Pour l'Europe, ne pas faire les crypto-monnaies aujourd'hui, c'est comme dire on ne fait pas Internet. Et bien sûr, il ne s'agit pas de trouver d'excuses en disant non, mais nous, les cryptos, ça ne nous intéresse pas. Par contre, la blockchain, on adore. Parce que ça, encore une fois, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, on pourra en débattre longtemps et ce n'est pas le but de mon pitch, mais moi je parle bien de blockchain publique. La révolution se passe sur les blockchains publiques. Les blockchains privées, il faut oublier. C'est comme si on parle... Enfin, il faut oublier. Disons que si vous voulez faire une blockchain privée, allez-y. Mais c'est un peu comme à l'époque quand on disait je ne peux pas donner à mes salariés l'Internet, je vais faire un intranet. Bon. L'intranet, ça n'a pas super bien marché. Je ne sais pas qui a encore un intranet chez soi. Bon, je pense personne. Mais aujourd'hui, c'est un peu la même dichotomie qui est en train de se passer. Il faut rentrer pleinement là-dedans, c'est-à-dire il faut s'éduquer soi-même et puis ensuite il faut rentrer dans des logiques d'éducation. Nous, chez Ledger, on a, avec Benoît qui est là-bas, on investit beaucoup sur l'éducation de la communauté, de nos clients, de nos prospects, enfin des gens qui s'intéressent au sujet, en leur parlant de choses d'ailleurs qui ne sont pas directement liées aux produits qu'on souhaite leur vendre, hein, mais simplement leur expliquer comment tout ça, ça marche. Et je pense que de résistance qui est pour moi perçue côté Europe, de nos institutions et même des gens d'ailleurs, parce que souvent on se plaint des institutions, mais à la fin ce sont souvent les gens. Moi je me rappelle en 2000 quand j'ai commencé Internet, j'étais plus jeune, j'avais 25 ans et c'était mes potes de 25 ans qui me disaient mais Internet ça sert à rien. Donc la résistance vient d'abord des gens, hein, c'est à titre personnel qu'on résiste et puis ensuite on influence les institutions et donc du coup les institutions sont résistantes. Alors ici je parle à un public de convaincus, vous avez tous des crypto-monnaies, vous avez tous des ledgers, donc je pense que vous voyez ce que je veux vous dire, mais en fait en vrai c'est tout autour de vous que ça se joue, c'est-à-dire il faut qu'il y ait de l'éducation qui se passe de pair à pair aussi, un peu comme pour les cryptos. Il faut expliquer aux gens comment ça se passe, passer du temps, proposer les choses, ne jamais donner de conseils d'investissement. Typiquement, c'est quelque chose que je ne fais jamais. Si vous voulez acheter du Bitcoin, quand bien vous fasse, et ça c'est à vous de voir, parce que moi je ne suis pas dans vos finances personnelles. Donc ce n'est pas tellement le thème d'ailleurs d'absolument gagner de l'argent, c'est le thème de comprendre comment ces technologies marchent et à quoi ça sert. Et puis gagner de l'argent un jour, bon, ça nous arrivera peut-être, et puis ça sera bien à ce moment-là, mais je pense vraiment que ça, ce sont des technologies qui vont permettre de faciliter l'échange de valeurs et de faciliter l'échange de valeurs, notamment cross-border. Et tout ça, et je vous dis tout ça aussi parce que je pense que pour l'Europe, pour la France et puis pour nous tous, créer des géants de la technologie, c'est important. Et donc c'est une opportunité vraiment de le faire. Et donc il faudrait qu'on s'aligne tous un peu pour le faire, c'est-à-dire les institutions, le peuple, et qu'on ait une espèce de pensée commune un peu sur le sujet, parce que encore une fois, c'est inévitable. Et pourquoi c'est important de créer des géants de la technologie? Parce que les géants de la technologie, forcément, ça crée de l'emploi.
Ça crée de la souveraineté aussi économique et technologique, ce qui est assez intéressant dans les temps qui courent. Il ne faut pas le sous-estimer, ça. Et aussi, c'est une manière de véhiculer nos valeurs. C'est-à-dire qu'on voit bien que les géants technologiques actuels nous imposent leurs valeurs. Ensuite, moi, je ne suis pas juge de savoir si c'est les bonnes ou les mauvaises valeurs, mais c'est simplement qu'on constate que quand Zuckerberg prend une décision chez Facebook ou qu'il y a certaines photos qu'on n'a pas le droit de poster, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, quelque part, c'est les valeurs de Facebook, de Zuckerberg et de toute son équipe qui nous sont imposées. Et encore une fois, je ne me prononce pas à savoir si c'est bien ou c'est pas bien, je constate simplement. Et donc, si on pense que les valeurs européennes sont bonnes et qu'on a des bonnes valeurs, et ben, le business, c'est une manière de les promouvoir. Et moi, je pense que les valeurs de la crypto-monnaie, qui est un peu une révolution citoyenne et qui sont des valeurs de liberté, je pense que c'est très bien de les véhiculer dans le monde. Et je pense que les sociétés françaises, avec Ledger en tête, mais pas que, parce qu'il y a un écosystème maintenant florissant en France et en Europe sur le sujet, ça va être une manière aussi pour l'Europe de regagner en souveraineté et aussi de partager ses valeurs avec le monde. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci de votre attention. Merci.